Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc à cet autre rendez-vous de votre programme Le Grand Talk sur For You Radio. Nous sommes le mercredi 10 décembre 2025. Oh là là, que ça va assez vite, hein, l'année 2025. Et puis bientôt nous allons atteindre la mi de ce mois. Je crois que c'est ce qu'on dit, la mi décembre, voilà. Parce que je ne suis pas un francsologue. Et nous aurons l'occasion donc, comme nous le faisons toujours à chaque fois sur les antennes de For You Radio, de pouvoir vous apporter l'information, la bonne, à la fois également aussi avec ce côté décalé, ce côté humour, où nous sortons de notre environnement un peu assez, trop responsable, un environnement quand même qui est parfois un peu trop carré. Bon, du moins c'est dans le presque de la télévision. Et de toutes les façons, merci d'être avec nous, comme vous l'êtes toujours à chaque fois. Nous serons donc au rendez-vous ce matin. Je voudrais présenter l'équipe qui nous accompagne. Au nord, toujours Odem avec Pharaon Intressis. Bonjour. Bonjour, Mara. Et bonjour, DP. Bonjour à tous nos auditeurs. Bonjour à tous nos téléauditeurs et à nos téléspectateurs. J'ai envie de dire ça comme ça. Voilà, donc vous serez nôtre aujourd'hui. Et puis, vous l'avez si bien indiqué, il était avec nous. Il sera encore avec nous aujourd'hui. Pierre Claver Kondo, directeur de publication, consultant média, beaucoup de journalistes, tu vois, beaucoup trop de casquettes. Hein. Bonjour DP, merci d'être avec nous. Bonjour Florent, bonjour à mes copanélistes. Bonjour DP. Si je peux les appeler ainsi. Bonjour à vos milliards de téléspectateurs dans le monde au-delà. Permettez-moi de rappeler quand même à ceci qu'il y a une vermine, non, un petit reptile qui vit dans nos domiciles, mais qui se révèle être extrêmement dangereux. Et pour preuve, depuis quelques jours, on parle du décès de toute une famille. Du côté de l'Est, je crois bien. Du côté de l'Est, les enquêtes sont ouvertes. Les enquêtes sont ouvertes, mais je suis convaincu que cet insecte, ce petit reptile très familier dans nos domiciles, qui serait tombé dans la marmite de nourriture. Oui, parce qu'on parle d'un couscous qui aurait été empoisonné. En mauvais état. Oui, donc cet insecte aurait eu... Non, pas l'insecte, c'est un reptile blanchâtre, on l'appelle le gecko. Oui, c'est un peu comme une sorte de petit lézard. De petit lézard, mais il est extrêmement dangereux. S'il se pose sur votre brosse à dents, vous pouvez dire bye-bye à la vie. S'il tombe dans votre marmite de couscous, vous êtes certain que tous ceux qui l'auront consommé vont passer des vies à trépas. Donc, c'est un reptile à qui il faut donner la chasse sans merci. Sinon, vous finirez par payer de votre vie en l'admettant dans votre domicile, que ce soit la douche, la cuisine, dans la chambre à coucher, dans la salle de séjour. Il faut impérativement l'éradiquer. Je suis certain, selon mes analyses, que les décès enregistrés du côté de l'Est risquent de lui être imputés parce que il est inexplicable que même la dame qui a tourné ce couscous se retrouve dans un état critique pour avoir partagé ce couscous avec toute sa famille. Donc, j'attire l'attention de nos téléspectateurs, téléauditeurs qui sont en milliards dans le monde au-delà, de mener une lutte sans merci contre ce reptile, qui est d'ailleurs que certains pensent qu'il ne faut jamais le tuer. Alors, si vous ne le tuez pas, lui finira par vous tuer. Est-ce que, pour mieux coller l'image à ce que vous dites, est-ce que c'est ce petit lézard-là, appelons-le comme ça, qui généralement est souvent collé au mur des maisons, exactement, tellement blanc. Je crois que il est même translucide. Des fois, on a l'impression parfois qu'il est transparent. Il est tout à fait. Exactement. Il a l'air inoffensif. Pour partager les images sur la page. Voilà. Il a l'air inoffensif, mais il est extrêmement dangereux pour la famille. Quand il se pose même sur votre brosse à dents, il lèche seulement votre brosse à dents. Les gens sont mis souvent à l'appeler le lion du mur. Le lion du mur, c'est le lion de la maison, parce qu'il finira par vous faire perdre votre vie. Et il faut surtout éviter de laisser les petits-enfants jouer avec, parce qu'ils sont souvent curieux avec les petites bêtes. Donc, même le toucher peut vous condamner à mort. Le toucher avec vos mains sans vous servir des gants peut vous condamner à la mort. C'est le cas de la famille de l'Est.
à qui nous adressons d'ailleurs nos sincères condoléances aujourd'hui. Vous l'avez si bien dit, ce reptile tueur qui parfois, on a souvent pensé qu'il nous aide en capturant à travers sa langue des insectes dans la maison, mais au contraire, il finit par être à l'origine de notre propre décès. Et peut-être ça pourrait être justement lui le mobile de plusieurs décès qu'on a très souvent observé ces derniers temps, non élucidés. On a souvent se posé la question que mais comment cela se fait? C'est la voisine, c'est le voisin qui est venu, qui a mis autant de choses quand même qu'on a jamais. En fait, on n'est pas arrivé à comprendre. Mais merci quand même de nous dire cela. Il fallait bien. Donc les auditeurs, téléspectateurs doivent systématiquement les limiter, lui consacrer une lutte, un combat sans merci, ne jamais l'admettre dans votre habitat. Sinon, si ce n'est vous, l'un de vos proches pourrait payer de sa vie. Merci à vous, les pays, d'être des nôtres ce matin. Et puis, notre dernier que nous allons présenter, c'est Nguénébé, qu'on ne présente plus. Bonjour Nguéné, avec lui, nous ferons le point tout à l'heure sur le point sur l'actualité. Bonjour Fonora, bonjour à tous. Voilà, donc nous sommes au complet. On aura donc la revue du point sur l'actualité de ce soir qui est consacrée au mercredi des téléspectateurs, parce que c'est vous qui faites justement l'émission à la place des panélistes, et puis nous aurons nos échanges habituels à travers notamment les différents sujets qui sont réservés pour ce jour. Ils seront 3. On aura un sujet d'entrée comme sujet d'accueil. On va parler du Sénégal avec Ousmane Sonko qui tonce ses adversaires et annonce son éligibilité à toute élection. Le Premier ministre qui, lors de la cérémonie de la commémoration des martyrs, a eu à indiquer que désormais, personne ne peut l'empêcher à pouvoir briguer une candidature à une élection, qu'elle soit municipale, législative et même présidentielle, sauf si c'est seulement lui qui refuse, et que, à l'entente de cela, ses adversaires ont déjà peur. Ils tremblent à l'idée de voir un Sonko qui est déjà bien debout, bien présent. Et puis les autres sujets seront le cas notamment du Mali et de la Guinée, avec la visite effectuée donc depuis ce mardi en terre guinéenne, la terre de Sékou Touré, du général de division Abdoulaye Maïga, qui a fait le déplacement avec le ministre des Transports et le ministre de la Défense, le général Sadio Camara, pour la relation d'amitié, mais surtout renforcer la coopération entre Bamako et Conakry. Et puis nous allons également aborder le sujet qui concerne la République démocratique du Congo, les attaques au sud du Kivu. Lors de son adresse au Parlement, réuni donc en congrès, le président Tshisekedi adresse à la nation, l'état de nation, comme on l'appelle généralement souvent, a eu à accuser Kigali et dénoncer donc la violation des accords de paix. Qu'en est-il? Qu'est-ce qui pourrait justement faire objet de la suite de cette situation? On va également voir cela au cours de ce rendez-vous. Prenons une courte transition, mesdames, messieurs, et on revient juste derrière. Voilà, donc nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk de For You, et nous ouvrons avec vous, cher Nguéné, libre antenne. Donc ce jour, vous aurez l'occasion de partager le plateau avec nos téléspectateurs. Effectivement, vous l'avez dit, le principe du mercredi soir ne change pas sur les antennes For You Media Africa, que ce soit bien sûr à la télévision ou encore en radio. Ce sont les téléspectateurs qui feront l'émission ce soir, aux côtés bien sûr de... sur les thématiques qui leur seront d'ailleurs proposées, mais vous le savez, le principe, lui, il ne change pas, puisque vous avez à la base 2 thématiques qui vous sont proposées, mais vous avez la possibilité également de pouvoir commenter d'autres sujets d'actualité à nos côtés. Alors, bien évidemment que depuis les événements du 7 décembre dernier, les téléspectateurs n'ont pas eu l'occasion de s'étaler largement sur les événements qui se sont produits du côté du Bénin. On a jugé utile de remettre le sujet sur la table aujourd'hui, en tenant compte également des derniers développements qui s'en sont suivis. On parle, pour ce qui est bien sûr des derniers éléments que nous avons à notre disposition, de l'implication de la France, qui est désormais donc avérée, fin de suspense, puisque depuis le 7 décembre, on se demandait comment le président Patrice Talon a donc pu échapper à cette tentative de déstabilisation.
On avait parlé dans un premier temps d'une riposte des forces restées loyales d'ailleurs au président béninois, appuyées par une force en attente de la CEDEAO qui avait été activée à l'immédiat par le Nigeria, avec notamment pour principaux contributeurs la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone ou encore le Ghana. Donc, derrière cette force en attente, selon nos derniers éléments, nous avons constaté que se cachait un véritable soutien logistique et même opérationnel de la France. L'information a été confirmée il y a quelques heures seulement par l'Élysée. Donc la France a effectivement joué un rôle majeur dans cette opération et qui a permis donc de repousser, entre guillemets, les mutins qui disaient s'être emparés du pouvoir et d'avoir destitué le président Patrice Talon. Donc c'est cet angle-là que nous allons mettre sur la table aujourd'hui, en permettant aux téléspectateurs de pouvoir d'ailleurs développer et d'entrer en profondeur, puisque vous le savez, les jours ordinaires ils n'ont pas souvent assez de temps pour pouvoir se prononcer sur ce sujet, puisqu'il est toujours d'actualité. On a jugé utile donc de le remettre sur la table ce mercredi soir. Mais à côté de cette thématique, nous allons aborder une autre, un rapport cette fois avec la Côte d'Ivoire. Vous savez, l'actualité est dominée par la prestation de serment, ou du moins l'investiture du président Ouattara, mais à côté de cela, il y a un événement qui a failli passer inaperçu. C'est surtout celui de... C'est cette lettre que le président Laurent Gbagbo, celui du PPACI, a adressée aux Ivoiriens. Une lettre dans laquelle il annonce avoir saisi la Cour pénale internationale, l'interpellant sur les événements qui ont émaillé, ou du moins qui ont tristement endeuillé la Côte d'Ivoire entre 2002 et 2010, parlant justement de cette crise ivoirienne qui a secoué le pays. Le président du PPACI estime que si un camp a été relaxé, alors il est utile, voire nécessaire, que l'enquête soit ouverte pour qu'on fasse toute la lumière autour, bien évidemment, de tout ce qui s'est passé du côté de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il s'inscrit dans la lancée de l'appel qui avait déjà été émis par plusieurs analystes et observateurs qui, dès son retour à La Haye, avaient estimé que finalement, si le camp de Gbagbo de Blé Goudé n'était pas coupable, il fallait finalement qu'on essaie également d'enquêter dans l'autre camp, celui du président Alassane Ouattara, puisque c'était en 2010 les deux principaux belligérants qui se disputaient le pouvoir. Donc, cette lettre, c'est vraiment à cœur ouvert qu'il a écrite. Il a adressé dans un premier temps au peuple ivoirien, et il a mentionné dans la lettre avoir saisi officiellement la Cour pénale internationale. Nous allons ce soir questionner le timing de la lettre. Pourquoi avoir attendu, je vais dire quoi, justement, lors de la prestation, l'investiture, oui, l'investiture, mais depuis son retour à La Haye, il était resté silencieux sur ce sujet. Il n'avait pas pris les devants en saisissant de cette façon la Cour pénale internationale. La CPI elle-même était montée au créneau en disant que voilà, on allait ouvrir le dossier sur le camp adverse afin d'établir toutes les responsabilités. Mais là, le président Laurent Gbagbo le fait le jour même de l'investiture du président Alassane Ouattara. Qu'est-ce que cela renvoie comme image, comme symbole? Qu'est-ce que cela signifie? Mais surtout, la question la plus pertinente qui entoure bien évidemment cette saisine, c'est que peut attendre Laurent Gbagbo de la CPI, compte tenu du fait que jusqu'ici, aucun élément sur les responsabilités de l'autre camp n'a d'ailleurs été relevé. Alors, la démarche peut être d'une certaine façon pertinente, mais pour quel résultat à la fin? Est-ce un coup de bluff diplomatique, politique, ou alors il faudra accorder une certaine crédibilité à cette démarche-là? De toutes les façons, ça sera à chacun de pouvoir donner son analyse sur la démarche du président du PPACI. Voilà les deux principales articulations, je le dis une fois de plus. Les téléspectateurs ont l'occasion de commenter d'autres actualités. Nous savons l'actualité africaine, elle est largement fournie, donc ils pourront largement s'étaler sur d'autres sujets, qu'ils soient africains ou pas, de toutes les façons. Peut-être avant, je ne sais pas si vous voulez réagir, parce que j'avais une question que je voulais d'abord lui poser. Oui, bien écoutez, je voudrais revenir sur l'actualité en Côte d'Ivoire. Je crois que le timing est bien calculé et très opportun par rapport à cette saisine du président Laurent Gbagbo de la Cour pénale internationale, d'autant plus que lui a été blanchi. Mais on ne peut pas avoir autant de crimes, il ne peut pas avoir 3000 morts sans qu'il existe un auteur. Compositeur. Voilà, et je pense que c'est
un acte politique qui a tout son poids et qui a tout son sens. Et il revient maintenant à la CPI de prendre ses responsabilités pour établir la vérité historique qui, il faut quand même le rappeler, ces troubles n'ont pas commencé en 2011. Ils ont été entretenus depuis 2002, avec tout ce que cela a comporté entre-temps avant l'apothéose de 2011-2012. Voilà. Je crois que si la CPI veut démontrer aux yeux du monde, surtout des Africains, qu'elle est une institution crédible, elle a donc intérêt à réagir. Mais je crois aussi que l'avocat du président Laurent Gbagbo a suffisamment d'entre-gens pour pouvoir conduire à terme cette plainte. Alors, la réaction, Nguéné, c'était au sujet notamment du Bénin, même si il semblerait davantage que la situation là-bas va vers l'accalmie. Du moins, le souhait pour ce que nous avons, c'est que les populations, elles, se portent bien, parce que même quand les éléphants bagarrent, dit-on généralement, ce sont les zèbres qui souffrent. Le plus important dans le cas de la décision, c'est la raison pour laquelle on tend souvent les chefs d'État africains de penser d'abord à leur peuple, de réagir pour le compte de leur peuple. Donc, si nous nous tensons parfois Donald Trump, c'est parce que lui, au moins, il fait ça pour ses Américains, du moins ceux qui t'appellent Américains de souche, et même les Français. Alors, Emmanuel Macron, ou bien le rôle de la France, parce que quand on dit Emmanuel Macron, c'est le rôle de la France, et qui s'affiche donc à ciel ouvert dans la contre-offensive menée récemment par les mutants du côté du Bénin. Est-ce que cela ne devrait pas davantage ouvrir les yeux des Africains pour comprendre que la France signe mordicus et qu'elle n'entend pas quitter, parce que même quand on regarde, je crois qu'on avait pu observer cette sortie, si elle s'est avérée, du responsable de la DGSS, non, le chef de renseignement français, qui indiquait qu'il fallait faire à tout prix la survie économique ou culturelle de la France était en jeu. Il fallait réagir par tous les moyens. Non, mais les yeux des Africains sont de plus en plus ouverts, Faune-Noire, sur les implications de ces ingérences françaises sur le continent africain. Ce qui fait problème, c'est que en Afrique, on a toujours certains dirigeants à la tête de nos États qui ne comprennent pas les enjeux du combat de souveraineté et de libération que nous menons. Quand on vous parle d'un pays comme le Nigeria, il ne vous a pas échappé, d'ailleurs l'image est visible, a été publiée sur nos différentes plateformes numériques. Le Sénat nigérien a donné son OK à valider l'intervention militaire. C'est-à-dire ce texte porté par le président Bola Ahmed Tinubu a reçu le feu vert du Sénat nigérian. Donc, quand on vous dit que derrière cette intervention militaire nigériane se cachait par exemple la France, vous comprenez que certains dirigeants ne sont pas encore, je ne sais pas s'ils ne sont pas conscients des enjeux de ce combat qui est mené, mais on a l'impression que voilà, ils sont toujours tenus d'une certaine façon. On n'est pas surpris qu'on nous dise aujourd'hui que la France a joué un rôle, ou du moins est impliquée dans l'échec de cette tentative de déstabilisation. C'est pas pour dire que For You Media Africa se positionne du côté de ceux qui ont tenté de renverser le président Patrice Talon, mais c'est pour dire que il y avait eu des signes avant-coureurs, des signes annonciateurs concernant ce cas typique qu'est le Bénin. Pour ceux qui se souviennent très bien, le Niger voisin, son dirigeant, qui est le général Abdourahmane Tiani, avait déjà mis en garde contre la présence des troupes françaises sur le territoire béninois. En 2024, lors d'un discours, lors d'une adresse à la nation, une interview qu'il avait accordée à notre confrère de la télévision nationale nigérienne, la RTN, il était largement revenu sur le fait que le Bénin abritait, ou du moins hébergeait, des troupes françaises. Il était même allé plus loin en relevant également que des soldats belges étaient également dans le coup. Donc, ça n'a rien dit à personne sur le coup. Et aujourd'hui, la conséquence, c'est que la frontière entre le Bénin et le Niger reste toujours fermée, du moins du côté du Nigérien, parce que les autorités ont estimé que la présence des troupes françaises sur le territoire béninois était, je vais dire, considérée comme un signe de provocation et pouvait d'une certaine façon participer à la déstabilisation, ou du moins contribuer à la déstabilisation du Niger. Donc,
quand vous avez déjà tous ces éléments à votre disposition, je pense qu'il fallait s'attendre à ce que l'implication française soit avérée. Un autre point qui n'a échappé à personne, la réactivité, c'est-à-dire que on parle d'une tentative de déstabilisation, les militaires prennent d'assaut la télévision nationale à 7 heures, et dans les minutes qui suivent, on vous dit que les forces restées loyales au président Patrice Talon ont lancé une riposte. C'est aux environs de 11 heures, soit quelques heures seulement après le communiqué du CMR. Alors, à 12 heures, 13 heures, on vous fait comprendre que la CEDEAO, je ne sais par quelle alchimie, a réussi à mobiliser une force en attente qui, des semaines plus tôt, n'avait pas réussi à se déployer du côté de la Guinée-Bissau pour remettre le président Embalo dans ses fonctions de chef de l'État. Mais pour le cas du Bénin, on a réussi en l'espace de quelques heures à la mobiliser avec tous les vecteurs, avec toute la logistique, toutes les contraintes logistiques que cela implique. Et c'est cette force en attente qui a réussi, épaulé justement par les forces loyalistes du président Patrice Talon, qui a réussi à repousser. Et les forces françaises. Non, ce que je veux ressortir, c'est que on n'aurait pas réussi justement à mobiliser cette force en attente en un laps de temps si on n'avait pas déjà des soldats français sur le territoire béninois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en réalité, derrière cette force en attente se cachaient déjà ces soldats français. Et il fallait d'une certaine façon, c'est une analyse qu'on fait, d'autres pourront venir avec forcément d'autres hypothèses, mais on ne pouvait pas mobiliser cette force en attente en si peu de temps si on n'avait pas déjà une logistique importante sur le territoire béninois et on n'avait pas des troupes au sol. Donc, il fallait, j'ai l'impression qu'il fallait légitimer un tout petit peu l'implication des soldats français et de cette logistique importante en mettant en avant la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et surtout cette force en attente qu'il fallait activer à tout prix pour légitimer cette intervention militaire française sur le territoire béninois. Donc, on n'arrive toujours pas à intégrer cela, que nous soyons aujourd'hui au XXIe siècle, qu'on continue de penser que quand il y a un problème au Bénin qui concerne avant tout les Béninois et qui interpelle prioritairement le peuple souverain du Bénin, qu'une puissance étrangère puisse s'ingérer. Maintenant, certains me diront que oui, c'est autorisé par la constitution béninoise, puisque bien évidemment en cas d'atteinte à l'intégrité territoriale du pays ou encore en cas de coup d'État, effectivement la constitution du Bénin donne les pleins droits au président pour qu'il fasse appel aux troupes voisines, et même le protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, ratifié bien évidemment par le Bénin, donne la lassitude à cette organisation sur la demande du Bénin de pouvoir intervenir militairement. Mais le fait qu'on parle aujourd'hui d'une puissance étrangère comme la France qui apporte cet appui logistique et opérationnel, mais surtout son appui politique à cette action de la CEDEAO, je pense que ça doit forcément interpeller davantage les peuples africains autour de ce qui se joue réellement sur le continent africain. Il y a des avancées qui sont faites. On le voit clairement au niveau de l'Alliance des États du Sahel, avec notamment cette volonté, ce courage politique qui est impulsé par le président Traoré, le président Goïta, le président Tiani. Mais on se rend compte que davantage, on a des dirigeants aujourd'hui qui restent tenus et qui n'avancent pas, n'arrivent pas bien évidemment à prendre la barque. Mais je pense on se doit de poursuivre ce combat parce que franchement, c'est pas le moment de baisser les bras. Le cas du Bénin, il est là. Je pense qu'il faudra tirer tous les enseignements nécessaires et continuer à avancer. Depuis Condor, votre réaction? Oui, Baudelaire aborde une question de fond, une question s'agissant de la responsabilité des masses critiques. Je pense que c'est à nous les médias, surtout les médias engagés sur le champ du panafricanisme, de travailler en profondeur pour essayer, même pas essayer, pour éduquer celle-ci sur les enjeux de la liberté, de la souveraineté de nos continents, de notre continent. Parce que vous conviendrez avec moi que la réaction de la France dans cette actualité, dans ce conflit, dans cette crise, nous rappelle quand même que c'est la France qui est derrière tout le bordel, il faut appeler ça comme ça, parce que c'est de ça qu'il s'agit, qu'il y a sur notre continent. La France, justement, place à la tête de nos États des vassaux qui, naturellement, doivent veiller sur
la pérennisation de son influence. Et cette influence se manifeste auprès des masses critiques à travers la pauvreté, la misère ambiante. Déjà, aucun pays africain de l'espace francophone ne peut se targuer de bénéficier de 20% de ses ressources naturelles. Parce que la France vous prend tout, elle ne vous laisse rien. Parce que justement, grâce à la corruption au sommet de l'État, elle confisque toutes vos richesses et distribue des prébendes aux dirigeants et les populations, elle n'en a rien à foutre. Le cas du Bénin rappelle donc à suffire à tous que le problème de l'Afrique, c'est la France. Il faut se débarrasser de la France sur ce continent. Et pour se débarrasser de la France, il faudrait que les masses critiques s'approprient le véritable levier du combat panafricaniste. Ça prend le temps que ça prend, mais on a vu les exemples du côté de l'Afrique de l'Ouest, dans les États membres de la Confédération du Sahel, qui était réputé, dont l'un des pays était même présenté comme étant l'un des plus pauvres du monde. Mais on a vu les populations se mettre ensemble comme un seul homme. Maintenant, il faut aller chercher. Qu'est-ce qui a motivé les populations à prendre à bras le corps des populations qui sont censées, qui sont considérées comme étant analphabètes, illettrés, mais qu'est-ce qui a pu les amener? Mais simplement le sentiment d'appartenance à une nation, à leur nation respective. C'est le même schéma qu'on a vécu au Burkina Faso, au Mali et au Niger, où les populations ont joué un rôle central pour pouvoir. Or, du côté du Bénin, la France ayant tiré les leçons de ces déculottés, a décidé d'anticiper. Et désormais, ce sera comme ça en Afrique. Maintenant, il revient aux populations de dire, de pouvoir conforter, de pouvoir combattre ces démarches, cette ingérence française dans nos affaires intérieures, parce qu'elle ne nous profite pas. Au contraire, cette ingérence nous a profité davantage. Et puis, au niveau de la qualité des hommes, de l'élite, il faut le dire, moi je le dis, je ne fais pas partie de ces choses-là. La France a réussi un gros exploit, c'est d'avoir enfermé l'élite dans les cercles ésotériques de son obédience. Et cette élite n'est plus capable du tout de se servir de son cerveau et surtout de se laisser, de commander personnellement ou alors individuellement les actions à mener en faveur des masses critiques. Lorsque vous êtes aux ordres, on réfléchit à votre place, votre cerveau ne vous appartient pas, vous faites ce que votre maître ou votre gourou vous demande de faire et c'est dans son intérêt, ce n'est pas dans votre intérêt. Mais il y a bien une clause des Penkodono, il y a bien une clause qui permet à un membre de sortir d'un cercle ésotérique. Écoutez, je ne suis pas membre de ces choses-là, mais je crois que si c'était véritablement le cas, beaucoup regretteraient et le feront. Mais du moment où leur cerveau est embarqué dans une nébuleuse, il n'est pas du tout évident pour eux de pouvoir. Il y en a très peu. Il y en a qui arrivent à le faire, mais il y en a très peu qui sont capables d'en arriver là. Bon, j'imagine que c'est suivi de conséquences, forcément. Voilà, parce qu'il y a le chantage, il y a tout ce que vous voulez. Bref, c'est pour dire que c'est dans le levier souterrain que la France utilise pour traumatiser, pour terroriser l'élite aux affaires et même les élites africaines francophones et les empêcher de se servir justement de leur cerveau et de les infantiliser. En fait, il s'agit d'une forme d'infantilisation. Le résultat, c'est que quand on leur demande de se lever, ils se lèvent. Quand on leur demande de s'asseoir, ils s'asseyent. Et justement, en parlant d'infantilisation des Penkodo, est-ce qu'on pourrait dire que finalement le cas du Bénin est un échec? Parce qu'il a fallu qu'une force militaire française intervienne pour déjouer le coup d'État au Bénin. Est-ce qu'il n'y avait pas au sein de l'armée des têtes capables de neutraliser les putschistes? Disons, l'affaire n'était plus au niveau du Bénin, l'affaire était au niveau des intérêts de la France. Vous voyez que la France a tout fait de faire intervenir le président nigérien qui fait partie de ses vassaux en Afrique, quoiqu'il ne soit pas une ancienne colonie, quoique le Niger ne soit pas une ancienne colonie française, mais ça c'est justement parce qu'il est certainement sous l'influence de certaines philosophies ésotériques d'obédience française qui peut maintenant résolument se mettre au service des intérêts de la France. À l'intérieur de l'armée, elle n'est pas exempte. Il n'y a pas exempt de ces pratiques-là. Mais la vérité, c'est que si on aurait laissé les mutins gérer leur coup d'État comme ils l'avaient pensé, sans ingérence étrangère, je suis certain qu'on n'en serait pas là, le régime aurait tombé. Malheureusement, et ça, Baudelaire le rappelait tantôt, les premières forces à organiser la riposte, ce n'est pas des forces, je suis certain que ce n'est pas des forces béninoises, c'est les forces françaises qui sont sur le terrain, qui sont stationnées de ce côté, et c'est surtout en réponse
Et cette instruction donnée par l'un haut responsable français qui attirait l'attention. Et vous savez bien que le président Macron a organisé un conseil des ministres, un conseil de crise rapidement. Donc, l'implication française n'est plus à démontrer. Ouais. Elle est réelle. C'est la France dont les intérêts étaient menacés du côté du Bénin qui a décidé de casser... Ils ont d'ailleurs revendiqué l'échec du putsch. Hein. Voilà, merci à vous, Nguéné, d'être passé par ici. On se donne rendez-vous avec vous lorsqu'il sera 17h GMT pour le mercredi des téléspectateurs. Les téléspectateurs, auditeurs, auditrices, donc, et puis télévivas, anti-vivas, c'est ce que vous voulez dire, auront l'occasion de vous appeler. Et chacun va donc s'étaler sur ces sujets que vous avez proposés ce jour et bien d'autres informations. On prend une transition et puis on va engager les sujets soumis donc à notre échange dans le cadre du temps Talk for You. Voilà, donc nous revenons et puis on aura l'occasion d'avoir, du moins ce sera la première prise de parole, André-Christelle Fanga qui va réagir au bout de la ligne. Le premier sujet nous amène du côté du Sénégal, où Ousmane Sonko a donc annoncé ses adversaires politiques ou bien autres, on n'en sait pas trop, et annonce son éligibilité à toute élection. Le Premier ministre l'a fait il y a quelques jours lors de la présidence de la cérémonie de la commémoration des martyrs du côté de Dakar qu'il était bien sûr en train de présider. Donc il a eu à indiquer qu'il est de retour. Ce qui s'est vécu en 2024 ne va pas se vivre dans les prochains mois ou les prochaines années. Il est désormais candidat à toute élection toute élection, je vais dire, législative, municipale et même présidentielle, quelle qu'elle soit, sauf si c'est lui qui ne voudrait pas être candidat à cette élection, mais surtout également, quand on écoute le nom de Sonko, ils tremblent, ils ont peur. Alors, André-Christelle Fanga, bonjour DP, bienvenue. Bonjour, monsieur Laura, merci pour l'invitation. Bonjour à tous nos téléspectateurs, bonjour, de tous nos auditeurs. D'ailleurs même, nous sommes aussi sur toutes les plateformes, n'est-ce pas, de visibilité. Donc, que ce soit Facebook, YouTube et tout le reste, donc, il y a aussi des téléspectateurs de l'autre côté. Donc, merci pour l'invitation. Salut à tous. Merci. En studio. Merci à vous également. Alors, cette actualité du côté du Sénégal, Ousmane Sonko, qui se dit prêt pour toute élection, défie ses adversaires, dit qu'il est prêt à être éligible partout. Il le dit à qui veut l'entendre et indique que ceux-ci ont peur. Quelle est votre lecture que vous faites sur cette sortie du Premier ministre ? Écoutez, je pense qu'il faut comprendre le contexte dans lequel le Premier ministre Ousmane Sonko le dit. Il le dit parce qu'il y a eu des élections au niveau du Sénégal pour la présidentielle où il a été frappé d'inéligibilité. Oui. C'est-à-dire il n'a pas pu être candidat à l'élection présidentielle il y a de cela quelques années. Pourquoi? Parce qu'il y avait une pseudo-condamnation sur lui. Des accusations graves de viol dont vous-même vous savez le résultat. Alors, et cela a favorisé et un très bon politicien et un homme populaire, n'est-ce pas, du Sénégal, l'homme politique qui, justement, cristallisait toutes les forces, les tendances, n'est-ce pas, du Sénégal, a fait une passe magistrale à son compagnon de lutte depuis longtemps, Diomaye Faye. Et finalement, Diomaye Faye a été élu président de la République et, comme au retour d'ascenseur, c'était la nomination de Ousmane Sonko comme Premier ministre. Maintenant que cela a été fait et que toutes les procédures judiciaires alambiquées qui concouraient, n'est-ce pas, justement à éliminer le personnage politique appelé Ousmane Sonko ont été enlevées, alors là maintenant, je sais que certains Ousmane Sonko peut dire, et d'ailleurs même lors des dernières législatives et municipales, il a concouru, n'est-ce pas, où il est au Parlement. Et donc, il disait, toute élection aujourd'hui, n'est-ce pas, au niveau du Sénégal, ne peut pas empêcher Ousmane Sonko d'être candidat.
que ça soit présidentiel, que ça soit municipal. Il faut rappeler qu'il est ancien maire de Ziguinchor, n'est-ce pas? Il est ancien député, je crois aussi, avant d'être nommé Premier ministre. Donc, vous voyez que il dit à ses adversaires que leur politique de vouloir faire croire qu'il y a, n'est-ce pas, une condamnation ou bien il y a eu des décisions de justice qui pèsent sur lui, qui l'empêchaient d'être candidat. Aujourd'hui, que cela est levé, alors Ousmane Sonko est candidat à toutes les élections, est capable d'aller à toutes les élections aujourd'hui, peu importe le niveau des élections. Alors, je voudrais vous relancer, être maintenant avant peut-être, parce que vous avez regardé la ligne avant la réaction du DPM Kodo. C'est lorsque Ousmane Sonko le dit, est-ce que ce message-là, c'est tout simplement aux adversaires politiques, ceux-là qui ont été contre le PASTEF, ou bien aussi c'est un message qui pourrait faire un écho bizarre dans les oreilles du président Diomaye Faye? Mais écoutez, je pense que Ousmane Sonko étant un homme politique aguerri, il ne s'adresse pas seulement aux adversaires politiques qui sont des opposants, ou bien pas seulement aux membres du PASTEF, mais aussi, n'est-ce pas, à son compagnon, qui, justement, sont dans la logique, n'est-ce pas, de préparation déjà des prochaines élections. Parce que toutes les batailles, toutes les querelles, toute la maîtrise, que ce soit de l'appareil politique, que ce soit l'appareil politico-administratif, il faut le dire ainsi, la maîtrise, parce que c'est la lutte de la maîtrise, n'est-ce pas, de l'appareil politico-administratif. Alors, c'est celui qui va maîtriser l'appareil politico-administratif, n'est-ce pas, qui aura la possibilité de briguer un mandat, n'est-ce pas, aux prochaines présidentielles qui arrivent d'ici peu. Parce qu'une élection présidentielle ne s'improvise pas, elle se prépare. Vous voyez, pour que ce duo arrive au pouvoir, ils ont préparé minutieusement, n'est-ce pas, leur campagne, leur ambition pour arriver là où ils sont aujourd'hui. Donc, c'est une façon pour Ousmane Sonko, n'est-ce pas, de dire à tous ses adversaires et à tous ceux qui peuvent vouloir être, n'est-ce pas, un obstacle à sa candidature, surtout à la présidentielle, n'est-ce pas, sachant qu'il a alterné juste sa candidature parce qu'il y avait justement cette posture, ou bien cette imposture, n'est-ce pas, du système judiciaire qu'il avait condamné et qu'il avait mis, n'est-ce pas, en difficulté par rapport aux élections présidentielles dernières. Donc, aujourd'hui, qu'il est libre de ses mouvements, et aucune charge judiciaire ne pèse sur lui, alors là, il peut se présenter à l'élection présidentielle. Donc, il envoie un message aux hommes politiques de l'opposition actuelle, il envoie un message à ses partisans du PASTEF, il envoie un message aussi à son compagnon, n'est-ce pas, c'est-à-dire le président actuel du Sénégal, Diomaye Faye. Dr Fanga. Oui. Bonjour, c'est Pharaon Anterissis. Bonjour et bienvenue dans le Grand Talk. Anterissis, ça oui, va? Oui, la parole. Oui, c'est moi-même. Je suis ravi de vous avoir. J'espère que vous allez bien. Alors, Dr Fanga, vous avez évoqué la nouvelle éligibilité du Premier ministre Ousmane Sonko. Alors, j'ai envie de vous demander pourquoi le dire aujourd'hui qu'il est redevenu éligible, parce que c'est clair qu'il était tombé sous le coup d'une condamnation, mais et justement l'opinion sait que désormais grâce à la loi d'amnistie qui courait encore sous Macky Sall, eh bien cette loi-là couvrait donc la condamnation de Ousmane Sonko. Par conséquent, il peut donc se présenter à l'élection qui aura lieu en 2029. Et puis il y a quelque temps encore, lors d'une sortie de Bassirou Diomaye Faye, il disait que lui, il va laisser un pays, enfin, il disait qu'il n'y avait pas de tension entre son premier ministre et lui, et qu'il allait laisser un pays apaisé, prospère et stable à son compagnon de lutte et à son ami et frère Ousmane Sonko. Mais pourquoi Ousmane Sonko éprouve le besoin de dire aujourd'hui que aucune élection ne pourra dorénavant se faire sans lui, parce que forcément, il n'est plus sous quelques coups, sous quelques condamnations que ce soit. Alors moi, j'ai envie de savoir, Dr Fanga, est-ce que ce serait possible que Bassirou Faye ne termine pas son mandat et que enfin, je sais pas, qu'est-ce que Ousmane Sonko sait que nous ne savons pas?
Alors là, Antéricus, vous me demandez de lire dans une boule de cristal. Vous êtes un magicien, Dr Fanga. Ben, je peux analyser géopolitiquement, n'est-ce pas, la situation, Oui. telle que, la question telle que vous me la posez. Vous voyez un peu. Je pense que quand vous regardez le comportement de Sonko, il est sûr, n'est-ce pas, de son aura politique, de sa base politique, des éléments qui concourent à faire de lui le prochain président du Sénégal. Et c'est pour ça que dans sa politique de radicalité, parce que c'est une politique, n'est-ce pas, de rupture, de dire stop, n'est-ce pas, à cette politique qui a longtemps été sous la coupole française. Aujourd'hui que le président Diomaye Faye n'est pas aussi intransigeant, n'est pas aussi direct, n'est pas aussi ferme, alors là, ça a des dissensions entre le duo, n'est-ce pas, qui justement devait travailler ensemble pour implémenter, n'est-ce pas, la politique qu'ils se sont donnés au départ de leur combat. C'est-à-dire mettre fin à la France-Afrique, de mettre fin au système néocolonial imposé au Sénégal et aux Sénégalais. Et donc aujourd'hui, on voit la flexibilité. On voit le comportement du président Diomaye Faye qui veut une politique d'ouverture. Une politique, n'est-ce pas, d'essayer de ratisser l'âge et de se faire quelques amis, n'est-ce pas, du côté de l'opposition ou bien des anciens du régime de Macky Sall et d'autres. Ce qui n'est pas en odeur de sainteté avec la politique, n'est-ce pas, de Ousmane Sonko, un leader du PASTEF. Donc vous voyez que, sachant que c'est le PASTEF, la coalition, n'est-ce pas, du PASTEF et les autres partis qui ont porté, n'est-ce pas, la candidature de Diomaye Faye et qui s'est concrétisé par cette élection, brillante élection, alors là, cette nomenclature politique constituée, n'est-ce pas, de la coalition hier est sûre de son gotha politique de reconquérir le pouvoir ou bien d'obtenir encore les mêmes suffrages aux élections de 2029. Vous voyez que ça crée, n'est-ce pas, une assurance de fait. Ça crée une assurance de fait chez Ousmane Sonko, qui est sûr de sa base politique, qui est sûr de son aura et qui est sûr des postures et de la bonne tenue de son parti et de cette alliance, n'est-ce pas, avec d'autres partis pour conquérir le pouvoir. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, on s'attendait, d'ailleurs, ces petits bisbis se sont dissipés, mais animé, n'est-ce pas, cette dissension. Vous savez que la plupart des larbins, la plupart des courtisans ne vivent que du racontage. Ne vivent que du racontage. Donc, pour qu'ils puissent vivre, il faut qu'on ait à alimenter, n'est-ce pas, cette situation. C'est-à-dire alimenter cette petite querelle, alors qu'il a déjà trouvé, n'est-ce pas, une solution, qui a déjà trouvé, n'est-ce pas, une réconciliation entre les différents protagonistes ou bien les différents qu'il y avait entre Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Donc, nous savons tous que la bataille, c'est pour le positionnement pour 2029. Si le président Diomaye Faye ne fait pas attention, il risque de se tirer lui-même une balle dans le pied. Ok, justement, docteur Fanga, je vais rentrer dans la brèche que vous venez d'ouvrir. Vous dites que Bassirou Diomaye Faye pourrait se tirer une balle dans le pied. Qu'est-ce que vous mettez dans se tirer une balle dans le pied? Est-ce que cela veut dire que son mandat risque de ne pas courir jusqu'en 2029? Ben non, son mandat peut même courir jusqu'en 2029, mais il aura trop de difficultés pour l'achever. C'est-à-dire qu'il sera en train de mener des batailles, au lieu de mener bataille pour l'amélioration des conditions de vie des Sénégalais et finir son mandat tel que, n'est-ce pas, le programme politique a été défini, il serait là dans les batailles pour essayer de régler les comptes. Et quand il serait dans il se mettrait dans cette logique-là, alors là, il trouvera du répondant devant parce que
Ousmane Sonko, n'est-ce pas, ayant l'appareil politique et la légitimité, la popularité au niveau du Sénégal, alors ça sera très difficile pour le président Diomaye Faye, n'est-ce pas, de s'en sortir. Parce que même si vous avez les moyens de l'État, vous avez les institutions, n'est-ce pas, à votre portée, mais il faut savoir que le pouvoir politique est souvent très, très important. Je veux vous prendre un cas de figure au Cameroun. Vous vous rappelez de l'époque Ahidjo, le président Paul Biya. Le président Ahidjo démissionne de la présidence de la République, mais reste président national du parti. Et vous voyez que à chaque fois, il fallait que le président de la République, son Excellence Paul Biya, n'est-ce pas, vienne demander conseil n'est-ce pas, au président national du parti. Et c'est le cas aujourd'hui avec PASTEF, parce que Ousmane Sonko est le leader, le président de PASTEF, alors, tandis que le secrétaire général est le président de la République, qui est donc Bassirou Diomaye Faye. Et ce qui est plus, Diomaye Faye a démissionné du PASTEF parce que les fonctions présidentielles au Sénégal veulent que vous n'appartenez pas à un parti politique, n'est-ce pas, que vous soyez responsable dans un parti politique. Donc, vous voyez que vous devenez Sénégalais, le président de tous les Sénégalais et de tous les partis politiques. Donc, vous voyez que ça, c'est la même situation du Cameroun à cette époque-là qui se vit actuellement au Sénégal. Et donc, maintenant, pour que le Diomaye Faye puisse arracher sa légitimité ou bien son autorité de président de la République entre les mains de Ousmane Sonko, qui a fait de lui président de la République. Vous voyez que ça devient une équation extrêmement difficile à résoudre. Et tous les coups seront permis. Mais alors, est-ce que Bassirou pourrait, en sa posture, est-ce que le président Diomaye Faye, en sa posture de président, pourrait torsionner, entre guillemets, la loi? Est-ce qu'il pourrait mettre hors d'état de nuire, entre guillemets, le leader de PASTEF? Non, je pense que le différend a trouvé une solution. Ce différend a trouvé une solution justement parce que ils se sont réconciliés. Ils se sont remis, n'est-ce pas? Il y a eu des conciliabules, il y a eu des émissaires, il y a eu des gens qui se sont, n'est-ce pas, chargés de, n'est-ce pas, de jouer au médiateur par rapport à cette situation. Et chacun est revenu à de bons sentiments. Et revenir à de bons sentiments veut dire simplement que l'époque, parce que quand j'ai pris l'exemple du Cameroun et du président Biya et du président Ahidjo, vous voyez un peu, il a fallu que des conseillers, n'est-ce pas, du président Paul Biya, lui disent que mais non, l'État est au-dessus du parti. Vous voyez un peu, l'État est au-dessus du parti. C'est-à-dire, il faut que le président de la République, n'est-ce pas, se démarque. Et c'est là où on a parlé de parricide. C'est-à-dire, vous tuez, n'est-ce pas, celui qui a fait de vous président de la République, malgré qu'il est président national du parti. Donc, il faut absolument, et c'est là où on arrive, par exemple, de la création ou bien un changement juste de nom du parti, c'est-à-dire de l'UNC au RDPC. C'est là où on crée le congrès de Bamenda en 1985 pour justement, soi-disant, créer un nouveau parti, alors que non, c'est les cendres, on prend on recycle du vieux parti, tout à fait, le RDPC. Pour en faire le RDPC. Et donc, pour que ça se passe au Sénégal, il faut extrêmement être prudent parce que Diomaye Faye, c'est pour ça que je parlais de tirer une balle sur son pied. Est-ce qu'il a alors les épaules assez solides, n'est-ce pas, et avec des hommes capables, n'est-ce pas, de changer la donne, c'est-à-dire de créer une nouvelle plateforme? C'est pour ça que le premier échec, n'est-ce pas, quand il a voulu nommer la coordinatrice, n'est-ce pas, de la conférence à l'idée d'un parti. Exactement. Donc vous voyez que c'est un échec lamentable pour lui, pour le président de la République, parce que ne maîtrisant pas le cadre politique et les cadres politiques n'est-ce pas, de cette coalition PASTEF
Diomaye pour la présidentielle. Donc, vous voyez que c'est extrêmement dangereux pour le président Diomaye Faye de s'aventurer, n'est-ce pas, dans une logique de tête-à-tête d'affront contre le président, n'est-ce pas, Ousmane Sonko, le premier ministre Sonko. Pas parce que... Je voudrais encore prendre un autre exemple, Madame Anteresis. Oui, Dr Fanga. L'exemple de la Fédération de Russie avec Vladimir Poutine, Dimitri Medvedev. Vous avez vu le président Vladimir Poutine, quand il est arrivé au pouvoir, il a implémenté sa politique, la vision. Quand la Constitution ne lui permettait pas d'être candidat, il positionnait Dimitri Medvedev qui prenait la présidence et qui continuait dans la même idéologie fondée par le président Vladimir Poutine. Et il nommait Vladimir Poutine Premier ministre avec le renforcement, n'est-ce pas, des pouvoirs. Donc vous voyez comment un duo a pu se tenir jusqu'à ce qu'il y ait modification, n'est-ce pas, de la Constitution et permettant au président Vladimir Poutine de rester, n'est-ce pas, jusqu'en 2035 au pouvoir. Donc, vous voyez que c'est possible qu'un duo, parce que j'ai entendu un directeur de cabinet du président Diomaye Faye dire qu'un duo ne peut pas diriger un pays. Mais non, c'est faux. Nous avons vu des duos diriger des pays de plusieurs années, n'est-ce pas? Et ce duo-là est resté au pouvoir jusqu'à maintenant. J'ai pris le cas de la Russie, de la Fédération de Russie, où Vladimir Poutine avec Dimitri Medvedev ont été, n'est-ce pas, l'autre premier ministre, l'autre président, l'autre premier ministre, l'autre président. Mais reconnaissez que c'est rare. Reconnaissez que c'est... Pendant... Oui, mais reconnaissez tout de même, Dr Fanga, que c'est exceptionnel. Bon, c'est pas exceptionnel, c'est un problème d'idéologie. C'est un problème de respect de l'idéologie qui vous amène au pouvoir. C'est le respect, n'est-ce pas, des termes de contrat, n'est-ce pas, que vous vous êtes dit au départ, le respect de la parole donnée. C'est-à-dire, le président Diomaye Faye prend le pouvoir par ce que Ousmane Sonko ne peut pas être candidat. Parce que la stratégie du pouvoir en place de cette époque voulait que ne voulait pas que Sonko arrive au pouvoir. Donc on a trouvé des condamnations farfelues, n'est-ce pas, finalement, où aujourd'hui on a balayé ça d'un revers de la main. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, le président Diomaye Faye n'a que le droit et le respect, n'est-ce pas, envers son premier ministre, malgré que c'est son premier ministre, il doit l'accompagner, n'est-ce pas, ils doivent s'entendre jusqu'à ce que en 2029, il se décide, n'est-ce pas, de qui doit continuer comme président de la République et qui doit continuer comme premier ministre. Et je crois que c'est possible de faire un mandat et de permettre que Sonko brigue aussi un mandat. D'ailleurs, à Dieu voulant, hein, parce que tout peut arriver en chemin. Voilà, donc merci à vous, DP Fanga, pour votre réaction. Je crois que vous allez garder la ligne parce qu'on vous abordera par la suite après. Mais DP Nkodo, une réaction quand même avant qu'on ne passe au sujet entre le Mali et la Guinée. Oui, ben, précisez votre question, mon cher. Oui, j'ai dit votre réaction sur la situation entre le Sénégal et avec la position de Ousmane Sonko qui a eu à défier ses adversaires politiques, puisque j'avais posé la question, même commenté, il savait davantage de renchérir. C'est aujourd'hui quel le message qu'il passe. Est-ce que c'est une adresse notamment à ces leader, aux leaders politiques, tous azimuts du Sénégal, où principalement il vise le président Bassirou Diomaye Faye, parce qu'il faut quand même le souligner, ils ont eu quelques remous récemment qui ont une certaine profondeur et il y a quand même des échéances qui arrivent. Il faut dire à nos téléspectateurs et téléauditeurs que le PASTEF est né il y a un peu plus d'une dizaine d'années, si vous permettez. Et Ousmane Sonko était l'initiateur à laquelle il a associé Diomaye Faye et l'actuel président de l'Assemblée. Bref, c'était un groupe d'étudiants qui pensaient le Sénégal autrement, sous le prisme d'un État souverain. Malheureusement,
compte tenu de l'activisme de Sonko, il serait écarté de la course à la présidentielle. Mais un bon stratège politique, il ne va pas baisser les bras. Il fera la passe à Diomaye Faye, qu'on a d'ailleurs découvert juste lorsque la campagne était lancée. J'avoue, moi personnellement, je ne le connaissais pas comme un potentiel vainqueur d'une élection présidentielle au Sénégal. Mais non, il y a un aspect qu'il faut... Vous savez, les alliances en politique devraient d'abord s'adosser sur la proximité idéologique. Et je crois que Sonko, autour de lui, avait estimé que Diomaye Faye était celui-là qui était le plus proche de lui idéologiquement, oui, et qui pouvait supplier compte tenu de sa mise à l'écart. La politique étant dynamique, il est possible, étant dynamique quoi, tout ce qui peut arriver entre les deux ne relève que des faits, des situations normales liées à une évolution, à l'évolution d'un parti politique. Mais je crois aussi que Ousmane Sonko est le garant de la popularité du PASTEF. Parce que cette élection, ils ont quand même gagné au premier tour. Au premier tour, ça signifie qu'il y a eu un engouement populaire qui était déjà... Il y a une population qui est déjà acquise à leur idéologie, à l'idéologie de Sonko, parce qu'il faut toujours le rappeler, Diomaye a simplement a pris le train en marche. Bon, on ne peut pas dire qu'il n'a pas les capacités nécessaires. Malheureusement, entre les deux, il y a eu un peu de froid. Et aujourd'hui, Sonko est en train de rassurer les acteurs politiques et même de la société civile sur sa disponibilité à poursuivre. La question qu'on doit se poser est de savoir, est-ce que Diomaye Faye, ayant pris le goût du pouvoir, laissera les coudées franches ou alors respectera la volonté de son alter ego de pouvoir également briguer la magistrature suprême, comme on l'a vu du côté de la Russie entre Medvedev et Vladimir Poutine. Et ce serait l'idéal. Cela leur permettrait de pouvoir gérer le pouvoir pendant un certain nombre d'années et de mener à terme un projet de société ou alors un programme politique dont ils se revendiquent, dont ils sont porteurs. Pourquoi est-ce qu'ils ne feraient pas la même chose? C'est-à-dire aujourd'hui, c'est Sonko qui est Premier ministre. En Russie, ça marche très bien. On a vu Medvedev, on a vu Poutine président, il a fait la passe pendant qu'il était président de la République, de la Fédération de Russie. Medvedev était Premier ministre. Et après, Medvedev a pris le pouvoir. Poutine est devenu Premier ministre. Mais aujourd'hui, Medvedev est devenu le vice-président du Conseil national de sécurité de Russie. Et il continue à tenir le même discours. Il y a même des analystes qui font croire que par rapport à la guerre en Ukraine, si c'est Medvedev qui était à la place de Poutine, parce qu'il est plus rigoureux, plus violent, il aurait déjà fait disparaître l'Ukraine. Et ça, ce n'est pas exclu. Donc vous comprenez qu'il s'agit simplement de créer une synergie et d'être en harmonie par rapport à une idéologie. Parce que la base de tout ce qui se passe là, c'est sur le plan idéologique. C'est pour ça que j'aime souvent me rappeler aux uns aux autres que la politique, c'est d'abord une idéologie. Et c'est regrettable de voir dans nos pays des gens qui sont censés être, par exemple, des socialistes, passer des alliances avec des ultra-libéraux, comme c'est le cas actuellement au Cameroun. Ça suffit en fait que les gens n'ont pas d'idéologie, les gens ont une autre approche de la politique qui, en réalité, est une politique qui n'apporte pas des solutions aux besoins des populations. Donc, pour revenir sur le cas du Sénégal, il est certain que, chemin faisant, ils vont s'entendre, les deux acteurs vont s'entendre, parce qu'ils ne sont pas les seuls dans la course. Vous avez le président de l'Assemblée nationale qui fait partie du trio des têtes. Le jeune président de l'Assemblée nationale sénégalaise qui fait quand même partie du trio des têtes. Et on ne pourra pas le tenir à l'écart. Il s'agira de mettre en place toute une dynamique qui leur permettra de conserver le pouvoir à la tête de l'État sénégalais du moment où ils ont l'adhésion populaire. Parce qu'ils héritent d'un pays, on ne peut pas dire qu'ils se portent à merveille, mais ils ont une vision. Mais celle de Sonko est beaucoup plus panafricaniste que celle de Diomaye Faye. Je crois d'ailleurs que c'est l'origine de leur conflit. Mais à terme, il faudrait prendre du temps pour harmoniser les approches idéologiques et surtout
inscrire toutes leurs actions dans l'intérêt de leur pays, le Sénégal. Voilà donc, DP, encore de plus, il nous reste encore deux sujets. On va engager avec vous le premier thème qui porte notamment sur la visite du général de division Abdoulaye Maïga du côté de Conakry, une visite qui a été donc effectuée depuis ce mardi avec une forte délégation accompagnée du ministre des Transports et puis du ministre de la Défense. Il faut dire que le Mali et la Guinée-Conakry partagent 800 km de frontières et il y avait d'ailleurs eu des tensions sur un accord crucial qui avait été évoqué en mars, donc au niveau du dialogue et également aussi dans la libre circulation des personnes pour mieux encadrer cela. On note également d'un autre côté que même si la Guinée-Conakry n'est pas partie intégrante au sein de l'AES, il y a quand même ces frontières qu'elle a eu, le pays, il a eu à laisser ouvert pour le compte du Mali pendant la phase des sanctions de la CEDEAO, ce qui va davantage renforcer les liens. Et aujourd'hui, c'est pour que ces liens soient davantage renforcés. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette lecture? Il y a beaucoup plus une visite stratégique que ce qui est présenté de façon officielle comme une visite d'amitié. C'est une visite stratégique. Vous avez rappelé, bien fait de rappeler que la Guinée-Conakry est restée assez proche des États membres de la Confédération du Sahel, au plus fort de la crise des menaces de la CEDEAO. Je pense même que la Guinée-Conakry a été claire. Elle n'était pas partie prenante dans les velléités d'agression des États membres de la Confédération du Sahel, et notamment justement du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Donc ça, c'est une visite qui doit marquer la consolidation d'une nouvelle coopération entre la Guinée-Conakry et, pourquoi pas, tous les États de la Confédération du Sahel. Vous savez que les États du Sahel sont liés par un accord stratégique. Donc, aucun de ces États ne prend des initiatives sans consulter ses pairs. Et puis, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que si bien la Guinée-Conakry que les États membres de la Confédération, et puis donc quand même en partage une histoire commune. Les mêmes peuples, les mêmes noms que vous trouverez en Guinée-Conakry, vous avez de fortes chances de les retrouver Bamako, au Mali, à Bamako, même Sikasso, tout ça, voilà. Donc c'est des gens c'est des pays qui sont liés par le destin. Aujourd'hui, on peut prendre un peu de recul par rapport à la Guinée-Conakry, dont on se souvient que le président actuel a quand même accédé au pouvoir par un coup de force également, mais qui n'a jamais été condamné par la France, et cela a dû susciter beaucoup d'interrogations. On s'est dit, écoutez, c'est la France qui n'a pas réussi encore le coup, d'autant plus que son parcours militaire nous rappelle que c'est un ancien légionnaire de l'armée française. Marié à une femme blanche. Marié à deux femmes blanches, je crois, mais il devrait être polygame celui-là. Je crois qu'il est polygame. Donc vous imaginez, cela, pour nous autres, nous a empêché d'être véritablement enthousiastes à la suite de son coup de force, mais petit à petit, on se rend compte qu'il n'est pas très insensible à une certaine forme de panafricanisme qui semble douce, mais qui se manifeste de temps à autre. Et dans ces conditions, compte tenu du fait que les autres sont véritablement engagés dans la voie de la souveraineté africaine, ou alors de leur pays, et qu'ils ont besoin de continuer à coopérer avec ces États qui ne sont pas des États ennemis, parce qu'il faut les appeler ainsi, c'est des États, la Guinée-Conakry est pratiquement un État ami des pays membres de l'AES et de la Confédération des États du Sahel. Donc je crois que cette visite, encore que c'est le ministre, il y a le ministre des Transports, et vous savez, les trois pays sont suffisamment enclavés. Donc ils ont besoin de déboucher sur la mer. Et la Guinée-Conakry leur a ouvert ses frontières, son espace terrestre, au plus fort de la crise. Je crois qu'il faut simplement consolider cet acquis à travers des accords qui pourraient profiter à tout le monde, puisque l'ouverture que peut leur offrir la Guinée-Conakry sur la mer leur permettra sans doute de consolider leur économie, de consolider leur développement
Et vous savez bien que tous ces pays-là ont d'énormes ressources naturelles qui devraient être exploitées, qui sont en train d'être exploitées, qui sont en cours d'exploitation et qui, naturellement, auront besoin d'une ouverture sur la mer pour pouvoir tirer profit de celle-ci. Donc je crois que cette visite est une visite importante, une visite qui s'inscrit dans cette dynamique que nous souhaitons tous de voir les États africains ou alors les dirigeants africains se donner la main dans le style, comme c'était le cas à l'époque de nos aïeux, sous le prisme de la solidarité agissante pour pouvoir progressivement se débarrasser de l'influence française sur notre continent. Kissé Fanga, je ne sais pas si vous êtes avec nous, vous aurez peut-être un mot là-dessus à réagir. Depuis Kodo était en train d'évoquer le côté de du panafricanisme d'où j'irais, où il effectue du côté justement de Conakry. Est-ce que le fait de Conakry qui a eu à laisser l'ouverture de ses frontières depuis notamment les sanctions subies par les pays de l'AES lorsqu'ils avaient annoncé d'ailleurs ne pas aller dans la même posture que les autres pays en prenant leur destin en main, et aujourd'hui cette sortie, notamment une forte délégation, il faut le préciser, du Premier ministre accompagné du ministre de la Défense et puis bien sûr également du ministre des Transports et puis d'autres collaborateurs. Est-ce que cela ne vaudrait pas davantage mettre au-delà le côté africain de la fraternité d'une part, même s'il y a également le côté panafricaniste qui règne, où on peut avoir ses positions, mais on reste toujours frère. Quand on voit un frère qui est dans les difficultés, ce frère-là, on a envie de le secourir. Et c'est ce qu'on appelle généralement souvent que les pays africains doivent faire au-delà de leurs intérêts qui peuvent avoir multiformes de part et d'autre. Et puis, indiquons encore que le Mali et la Guinée-Conakry partagent 800 km de frontières. Est-ce que Kissé Fanga est avec nous? J'interviens par téléphone. Oui, merci. Réagissez. Vous n'avez pas suivi la question? Allô? Oui, je pensais que vous avez suivi la question. Je vais la répéter. Non, je n'ai pas suivi la question, monsieur Noah. Alors, je disais qu'à la suite du DP Kodo qui avait évoqué le côté panafricaniste doux effectué par la Guinée-Conakry, on a quand même eu à observer que lors de la phase des sanctions subies par les pays de l'AES, lorsqu'ils ont voulu prendre leur destin en main, des sanctions de la CEDEAO, des sanctions régionales, la Guinée-Conakry a laissé ses frontières ouvertes, notamment davantage avec le Mali. Il y a encore que cette visite effectuée par le Premier ministre Abdoulaye Maïga, accompagné du ministre de la Défense, accompagné du ministre des Transports et puis d'autres collaborateurs. Et puis dans leur point de presse, le ministre Maïga avait d'ailleurs parlé de Modibo Keïta du côté du Mali et puis de Sékou Touré, qui ont été quand même des pionniers et puis des panafricanistes qui ont eu à démontrer une résistance farouche face aux colons. Est-ce que cette action, même si la Guinée-Conakry n'est pas membre de l'AES, ne voudrait pas mettre en avant un côté africain, un côté d'unité africain où un frère, quelles qu'en soient ses différentes relations ou bien ses multiformes de relations et diplomatiques et autres peut avoir, il n'oublie pas la maison, il n'oublie pas qui est le frère, il n'oublie pas la famille, et il faudrait que ces relations soient davantage maintenues, et quand on sait que ces deux pays partagent 800 km de frontières. Alors, monsieur Noha, laissez-moi vous dire une chose. La Guinée-Conakry de Mamadi Doumbouya est une grosse déception. Je répète, la Guinée-Conakry de Mamadi Doumbouya est une grosse déception. Parce que quand les révolutions ont commencé, on savait que l'alliance des pays du Sahel devait commencer par Mali, Guinée-Conakry, Burkina Faso, Niger en dernière position. Mais nous avons été agréablement surpris que malgré les démarches, malgré, n'est-ce pas, l'ambition des panafricains et l'historicité, n'est-ce pas, de ces deux pays, dont vous avez bien cité les leaders emblématiques, Sékou Touré et Modibo Keïta, qui étaient des leaders panafricains prêts, n'est-ce pas,
à risquer leur vie. D'ailleurs, ils ont même risqué leur vie pour justement que l'Afrique retrouve sa dignité, que les Africains puissent vivre décemment de leurs ressources, de leurs moyens et de leurs frontières. Malheureusement, l'arrivée de Mamadi Doumbouya au pouvoir, qui devait susciter cet espoir, d'abord en tant que frère d'armes, et en plus de ça, en tant que pays leader parmi, n'est-ce pas, les panafricains à cause du leadership de Sékou Touré, finalement, rien n'a été fait. Rien n'a été fait, on a contenté le Mali en laissant les frontières ou bien la mer, n'est-ce pas, ouverte pour ce pays-là. Ce n'était pas par philanthropie, c'était pour des intérêts, pour aussi essayer de consolider, n'est-ce pas, le pouvoir de M. Mamadi Doumbouya. Pour faire croire que non, il est aussi parmi les leaders panafricains alors qu'on venait d'enlever un vrai panafricain au pouvoir, c'est-à-dire le président Alpha Condé, qui avait fait un discours historique, qui avait pris une position au niveau de la Côte d'Ivoire, où le président Alassane Dramane Ouattara lui avait rappelé que mon cher ami Alpha, tu as oublié que nous sommes en direct. Et le président Alpha a repris le micro et a dit, j'assume mes positions, et c'est ça qui a valu, n'est-ce pas, ce coup d'État fomenté par la France. Parce qu'il faut le rappeler, M. Mamadi Doumbouya était légionnaire français. En faisant ce rappel historique, c'est pour vous dire que la logique du Mali, c'est justement de rechercher les débouchés, de rechercher, n'est-ce pas, des positions stratégiques pour atteindre, n'est-ce pas, pour avoir accès à la mer plus facilement. Donc, et là, il faut davantage, n'est-ce pas, faire des compromis. Parce que normalement, il n'y a pas de compatibilité entre l'État malien, État de l'AES, et celui de la Guinée-Conakry de Mamadi Doumbouya actuel. Mamadi Doumbouya, en arrivant au pouvoir, nous avait dit qu'il laissera le pouvoir aux civils. Finalement, lui-même est devenu, je ne sais pas s'il est déjà devenu civil, mais il est candidat à l'élection présidentielle. Donc, vous voyez, c'est la même chose avec Oligui Nguema du Gabon. Ce coup d'État farfelu, fabriqué par la France, qui veulent nous faire croire que non, c'est des révolutions, alors qu'en réalité, on est dans le même chemin. Vous voyez que la sortie, ou bien cette ambition du Mali, c'est justement de sauver leur pays qui est en difficulté face, n'est-ce pas, à leurs marchandises, à l'import-export, à toutes les transactions, n'est-ce pas, maritimes qui doivent avoir lieu. Donc, véritablement, il faut revoir la situation de ces deux pays-là, parce qu'il faut corriger cette erreur stratégique qui a été menée au niveau de la Guinée-Conakry en mettant Mamadi Doumbouya au pouvoir. Merci à vous. On va vous prendre forcément peut-être pour votre dernière prise de parole dans le sujet de la RDC, parce que vous étiez l'une des personnes qui a appelé le président Tshisekedi à se bouger, parce que sinon il ne servait pratiquement à rien. Depuis que je vous ai vu sourire, peut-être un mot avant qu'on engage le dernier sujet, il y a un peu une sorte de point de vue divergent. Vous avez parlé d'un panafricanisme. Je ne vous ai pas bien compris. Non, je disais que vous allez garder la ligne. On vous aura tout à l'heure avec la RDC, parce que vous étiez l'une des personnes qui demandaient au président Tshisekedi de prendre ses responsabilités. C'est le dernier thème qui nous reste. On voudrait que DP Kodo réagisse sur la question notamment du Mali, où vous venez de réagir tout à l'heure. On vous prend tout à l'heure. D'accord. Oui. Vous savez qui fait le moins fait le plus. En pleine crise, en pleine menace, la Guinée de Mamadou Doumbouya a quand même apporté un peu de répit à l'étau qui était en train de dans lequel les pays membres de l'AES étaient en train de se serrer. Son coup d'État reste questionnable, mais jusque-là, on a quand même le sentiment que les lignes bougent très lentement, certes,
Mais ce n'est pas peut-être à notre rythme, mais il faut reconnaître que ça bouge. Ça, on dit que c'est un rythme à la Diomaye Faye. Alors pourquoi sont-ils sur Diomaye Faye? C'est pratiquement parce que... Et pourquoi tu dis ça, tu me regardes, je dis non, pourquoi tu dis ça, non, tu me je ne regardes? te regarde pas. Mais oui, tu me regardes, non, tu dis que oui, que je suis une détractrice de Diomaye Faye, tu dis ça, tu me regardes. Oh là 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 là. Mais il dit ça, il me regarde. Voilà, bon, bref, ce que je voulais dire, c'est que... Oui. Non, je te regarde en fait pour dire que j'aime tirer sur Diomaye Faye. Non, est-ce que ma relance, tu avais relance, c'est pour ça? Non, enfin, on intéresse quand même. Il faut dire à ta blanche là qu'elle laisse un peu tranquille. Non, il faut bien qu'elle mette. On ne doit pas rester très figé sur le sérieux. Ils disent ici tout ce que moi je tire sur Diomaye, que je suis trop dur avec Diomaye Faye et que je suis plus tendre avec Ousmane Sonko. Mais c'est normal, je suis panafricaniste, Ousmane Sonko est panafricaniste. C'est normal que nous ayons une même idéologie. Bon, mais pour le cas d'espèce, je crois que s'il est vrai que c'est les Français qui ont installé l'actuel chef d'État guinéen à la tête de son pays, il devrait être assez embarrassé, encore qu'il a épousé des femmes blanches, il doit être bien embarrassé, et puis c'est un ancien légionnaire de l'armée française, donc foncièrement, il est sous l'influence pernicieuse de la France. Mais si, tout au moins, il peut ne pas entraver l'évolution idéologique et politique qui se passe du côté des États membres du Sahel, on peut d'ailleurs lui concéder en espérant qu'il va garder cette position sans forcément... Parce qu'il faut aussi reconnaître que même les populations de Guinée-Conakry sont de plus en plus sensibles à ce souci de libération, à ce souci de souveraineté. Et alors, si lui-même ne fait pas attention, ça pourrait très bien se retourner contre lui si jamais il tient à les maintenir sous le joug de l'influence française, lors de la domination française, ça pourrait se retourner contre lui. Nous souhaitons simplement qu'il progresse dans sa démarche qui se veut assez douce, mais de manière efficace, afin qu'à terme, tous ces pays-là se retrouvent, pourquoi pas, membres des États du Sahel. Parce qu'on a déjà aussi beaucoup plus loin, le Tchad, par exemple, qui frappe à la porte de la Confédération des États du Sahel avec beaucoup d'insistance et qui pose des actes, déjà de plus en plus des actes très forts en faveur justement de son adhésion à cette confédération. Et moi j'ai envie de savoir, parce que c'est bien beau que Mamadi Doumbouya démontre son amitié et sa fraternité aux pays membres de l'AES et notamment au Mali. D'ailleurs on voit la visite du ministre Maïga qui vient à Conakry pour discuter des choses stratégiques. Bon, je vais peut-être ouvrir une brèche un peu plus tard, mais je vais vous poser une question à vous ou au docteur Fanga. Est-ce qu'il est encore en ligne? Alors, est-ce que ce jeu ne pourrait pas être un couteau à double tranchant? C'est-à-dire que d'un côté, Mamadi Doumbouya qui démontre sa fraternité, même si André Christophe Fanga a dit que c'était stratégique, c'était un simulacre de panafricanisme, et on n'oublie tout de même pas que Mamadi Doumbouya est un ancien légionnaire, il est marié à des Françaises. Est-ce que justement le conflit d'intérêts ne va pas rentrer en jeu? Parce que justement cela pourrait à la longue lui être préjudiciable. Est-ce que ce ne serait pas plus tard un moyen de pression si justement il démontre un peu trop sa fraternité aux membres de l'AES et notamment au Mali? Est-ce qu'on ne pourra pas justement le mettre dans un goulot d'étranglement pour qu'il cesse toute collaboration stratégique avec les pays membres de l'AES? Est-ce qu'il va continuer à jouir des coups de franche pour continuer à les aider comme il le fait, même si cela n'est pas toujours du goût du docteur Fanga qui pense que bon voilà, que c'est un simulacre, hein, que c'est une sorte de théâtralisation? Mais je crois qu'il est dans une logique à lui. Peut-être qu'il procède par étapes et il écoute aussi, il apprécie aussi les réactions des populations guinéennes. Parce que si il va très vite en besoin, il aura certainement la France sur... Il peut se faire taper sur les doigts. Il se fera taper sur les doigts. Alors, il ne peut pas embrasser tout à la fois comme les chefs d'État, les chefs d'État du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Il est obligé d'aller un peu plus doucement. Et vous savez, la France a quand même des intérêts, de gros intérêts, du côté de la Guinée-Conakry, où elle fait même base, bien avant l'indépendance,
de la bauxite de ce pays-là. Et ces intérêts-là pourraient leur donner suffisamment de latitude pour justement mettre Mamadi Doumbouya sous embargo, lui dire voilà, écoute, on te tient par ici, ou tu te brouilles avec ces gens-là, ou nous on te met en carcan. Et vous savez, il y a aussi une compétition entre tous ces États. Il y a le Togo, par exemple, qui est beaucoup plus proche, qui est beaucoup plus engagé en faveur des concessions en ce qui concerne l'ouverture vers la mer. Nous sommes d'accord dessus. Or, c'est un grand marché. Voilà le Bénin qui a perdu ce gros marché. Oui, justement parce que le Togo n'a jamais fermé ses frontières avec le Niger, par exemple. Voilà. Et le Togo ne s'immisce pas dans les affaires intérieures de ces pays-là. Le Togo a même défendu, s'est opposé à une intervention des forces de la CEDEAO de ce côté-là. Donc, l'autre, pour des raisons économiques et stratégiques, pourrait très bien jouer le jeu du Togo pour que le Togo ne s'arroge pas l'exclusivité de ce gros marché. Il s'agit quand même de trois pays qui ont un potentiel minier énorme. Voyez-vous, vous avez vu dernièrement le cas du pétrole, du pétrole qui transitait pour le Mali. C'est beaucoup d'argent. Quand on te parle de 100 camions semi-remorques ou 200 camions semi-remorques, ce n'est pas rien, c'est beaucoup d'argent. Donc je crois que Mamadou Doumbouya est en train de jouer un peu les équilibristes sans forcément chercher à rompre brutalement avec ceux à qui il doit le pouvoir. D'ailleurs, Fanga a rappelé ces conditions d'accession au pouvoir. Tout le monde est d'accord dessus. C'est à la faveur d'un coup d'État instrumentalisé par la France qu'il a accédé au pouvoir, parce que l'autre devenait très gênant pour les intérêts français, et il fallait bien, comme la France le fait d'habitude, le remplacer par quelqu'un davantage soumis. Or, malgré sa soumission, il pose quand même des actes peut-être résiduels, mais on se dit, ne serait-ce qu'en ce qui concerne la coopération avec le Mali, mais c'est déjà des actes qu'on peut capitaliser en faveur de la construction de la souveraineté des États membres du Sahel. Voilà donc, André Christophe Fanga vous engage avec le troisième thème avant que le DP Nkondo ne réagisse. Si vous êtes avec nous, DP? Oui, je suis avec vous. Alors, le président Tshisekedi, quelques jours après la signature du fameux signature d'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, a eu à prononcer il y a quelques jours, je crois ce mardi, si je ne me trompe, encore ce lundi, son discours d'État à la nation devant le Parlement réuni en congrès. Mais ce qui ressort, c'est que le président Tshisekedi a eu à indiquer les raisons pour lesquelles il est parti. Il a affiché la souveraineté de la RDC qui ne voudra pas laisser son sous-sol être exploité par quiconque que ce soit dans son intervention quand il a eu indiqué. Mais surtout, il accuse Kigali et dénonce la violation des accords parce qu'il y a toujours eu des tirs qui ont été effectués à la fois par l'AFC M23. Comment, je voudrais vous poser la question parce que vous étiez l'une des personnes qui demandait au président Tshisekedi de se bouger généralement. Cette sortie du président Tshisekedi, comment est-ce que vous l'analysez? Pensez-vous réellement que cet accord-là est un accord qui est vrai, biaisé? Ça va se passer comment? Monsieur Nora, il faut rappeler que monsieur Tshisekedi a été champion, n'est-ce pas, des déclarations. À chaque fois qu'il, justement, allait à une élection, il disait voici, je vais faire. Et d'ailleurs, l'une de ses dernières déclarations, c'est à la moindre escarmouche, n'est-ce pas, je vais demander au Parlement, n'est-ce pas, de lui donner l'ordre, n'est-ce pas, mandat d'attaquer le Rwanda. On a attendu, on a eu les attaques, on a eu tout ce qu'il fallait avoir, rien n'a été fait. Aujourd'hui, avec ce discours, après l'accord, d'ailleurs, qui a eu des attaques, n'est-ce pas, au niveau du Sud Kivu? Oui, du Sud Kivu. Donc, vous voyez que malgré la signature des accords de soi-disant de paix avec les États-Unis, ils n'ont pas pu, n'est-ce pas, respecter ces accords-là. Il y a eu des attaques. C'est-à-dire que Kigali n'a pas attendu 24 heures pour qu'ils attaquent directement, n'est-ce pas, la RDC. Donc, vous voyez que la solution, et je l'ai toujours dit, ce ne se trouve pas dans les discours. La solution
ne se trouve pas dans les discours. La solution se trouve dans des actes et des actions concrètes. C'est-à-dire que le président Tshisekedi décide de recruter 1 million de Congolais dans son armée, fait venir des formateurs russes, iraniens, sud-coréens, la Corée du Nord, pardon, pour venir former ces soldats-là. Pourquoi même ne pas chercher l'expertise locale, c'est-à-dire africaine, algérienne, camerounaise, par exemple, parce qu'au Cameroun, quand même, il y a une très bonne formation militaire, et donc des gars commandos qui peuvent justement être formés pour justement mettre hors d'état de nuire, n'est-ce pas, ces vandales voyous, n'est-ce pas, du M23. Donc, c'est possible. Donc, la solution ne se trouve pas dans les discours. La solution ne se trouve pas dans les accords de paix. C'est un rapport de force. Je vais vous faire un rappel historique, M. Noira et Mme Anteresis. Oui, Dr. Fanga. L'Afrique a eu un problème. On a tout fait pour que l'Afrique n'ait pas une armée forte, pour que l'Afrique soit dépendante, n'est-ce pas, des armées étrangères. C'est pour ça que l'ONU, l'OTAN et les autres nations soi-disant puissantes après la Seconde Guerre mondiale ont tout fait pour qu'il n'y ait pas une formation, n'est-ce pas, des soldats africains. Alors que, rappelez-vous que avant la Deuxième Guerre mondiale, les soldats africains ont toujours été au front pour justement défendre les pays, n'est-ce pas, occidentaux. Même pendant la Deuxième Guerre mondiale, la France a été sauvée grâce à la vaillance des soldats africains, c'est-à-dire ceux qu'ils ont appelés les tirailleurs, c'est-à-dire des gens qui tirent ailleurs, alors que c'est ceux qui tiraient ailleurs qui atteignaient les cibles, n'est-ce pas, allemandes. Vous voyez un peu. Donc, tout a été mis en place pour que les pays africains, après ce moment-là, après cette victoire historique des peuples africains sur le colonisateur, sur la plus puissante armée du monde, c'est-à-dire l'armée allemande, en les chassant de la France, de l'occupation, n'est-ce pas, allemande en France, alors là, ils ont réfléchi, ils ont pensé, ces gars sont capables de tenir une guerre dans n'importe quelle condition, que ça soit dans les eaux, que ça soit sous les eaux, que ça soit sous le sol, que ça soit dans le sol, dans les airs, un peu de partout. Nous étions aguerris. Donc, on a tout fait pour justement permettre que les Africains ne se forment pas, n'aient pas des armées solides, qu'on ne recrute pas assez d'hommes dans l'armée. Donc, la RDC aujourd'hui se retrouve avec un vaste territoire insécure, qui n'a pas une armée capable de protéger, parce que l'une des missions premières d'une armée, d'une nation, c'est la sécurisation du territoire. Comme le fait bien l'armée du Cameroun, comme le fait bien certaines armées, n'est-ce pas? Parce que justement, on a misé sur la protection, n'est-ce pas, du territoire. Si une armée n'arrive pas à protéger son territoire, ça veut dire que ce pays-là n'existe pas. Vos richesses seront pillées, vous serez attaqués à tous les niveaux, et c'est ce qui arrive en RDC aujourd'hui, parce que la RDC n'a pas eu d'hommes. Vous ne pouvez pas avoir un pays continent, c'est-à-dire en superficie, un pays continent en matière de ressources naturelles, en matière de ressources minières. Vous ne pouvez pas avoir un pays continent en population, alors, et vous êtes aussi faible dans votre défense. Ça, c'est une aberration. Donc, le président Félix Tshisekedi Tshilombo a besoin, Antoine Félix Tshilombo a besoin justement de donner des moyens à ces hommes, à son armée. Et l'une des choses aussi, c'est l'infiltration de l'armée congolaise par les anciens rebelles amenés par Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila. Venu du Rwanda. Vous savez que la plupart étaient des Rwandais, des Ougandais et j'en passe, et Burundais, qui ont intégré l'armée et qui ont eu des hautes fonctions. Et donc, c'est eux qui sont maintenant en complicité avec le M23 de Kabila, qui a rejoint le M23 directement. Et donc, vous voyez qu'il a été longtemps complice, comme Compaoré était le parrain, n'est-ce pas, des djihadistes terroristes qui sévissent aujourd'hui dans le Sahel. Vous voyez un peu. Donc, vous voyez que les masques tombent.
Donc, il faut véritablement que le président Tshisekedi prenne ses responsabilités. Le discours, je n'en veux plus. Je ne pense pas que c'est les discours qui vont résoudre les problèmes de la RDC. Ce qui va résoudre les problèmes de la RDC, c'est simple. C'est-à-dire, c'est les moyens militaires, les moyens financiers, n'est-ce pas, de se doter. Par exemple, pourquoi ne pas signer un accord de partenariat avec aujourd'hui, bon, Wagner il y a maintenant une nouvelle force qui s'est mise en place, n'est-ce pas, entre la Fédération de Russie et les pays africains. N'est-ce pas, cette force qui s'est mise en place. Africa Corps. Je ne vous ai pas bien suivi? Africa Corps. Africa Corps. Oui. Corps. Voilà, Africa Corps. Voilà, merci beaucoup, monsieur le doyen Nkodo. Voilà, vous voyez qui s'est mis en place pour justement, n'est-ce pas, entrer en partenariat avec les États africains pour justement défendre leur territoire. Vous avez vu, le Centrafrique aujourd'hui célèbre la récupération de tout son territoire entier grâce au partenariat avec la Fédération de Russie. Donc, c'est possible qu'aujourd'hui, nous puissions avoir, n'est-ce pas, des partenariats solides qui peuvent nous permettre de défendre nos espaces terriens en Afrique et surtout la RDC. Et même s'il faut négocier avec les minerais, c'est possible, mais pourvu que nous ayons la paix, la sécurité et que nous n'ayons plus de passer au niveau de la RDC. Voilà ce que je souhaite et voilà ce que je pense. Donc, le discours, n'est-ce pas, du président Félix Tshisekedi Tshilombo n'est pas la bienvenue pour moi. Il faut des actions concrètes. Merci à vous, DP André Kisselfanga. On vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir été des nôtres ce matin pour ces différentes réactions et apporter les contributions pour permettre à ceux-là qui nous suivent d'être éclairés. Mais c'est moi qui vous remercie, M. Noir, pour cette invitation. Et je salue tous ceux qui sont en studio. Je salue tous ceux qui nous écoutent, n'est-ce pas, sur toutes vos plateformes. Et nous sommes disposés, n'est-ce pas, à vous davantage à porter notre voix, n'est-ce pas, pour que justement l'Afrique puisse être édifiée et avoir la bonne information et donner des stratégies. Vous savez, les radios comme les vôtres sont des think tanks, sont des éléments, n'est-ce pas, de contribution pour justement implémenter une nouvelle Afrique, pour créer de nouveaux hommes, de nouvelles réflexions qui peut permettre à l'Afrique, n'est-ce pas, de sortir de cet obscurantisme occidental, de cet impérialisme imposé, n'est-ce pas, par les capitalistes impérialistes, ces démons, n'est-ce pas, qui nous ont mené la soi-disant démocratie, qui ne produit rien en Afrique depuis des décennies. Vous voyez la situation au Bénin. Vous voyez comment la France a directement intervenu avec ces pays, n'est-ce pas, autres. Vous voyez que l'impérialisme n'a pas encore pris fin chez nous en Afrique. Merci à vous donc. DP Nkodo, la réaction donc également pour le sujet de la CEDEAO, de la RDC, parce que ma cousine forcément elle est en train de chercher un truc qui va nous sortir du côté un peu trop sérieux de ce matin. Le président Tshisekedi quand même qui a parlé à la nation, il était très attendu devant le Parlement. Il a eu à indiquer que la RDC, il voudrait dire que l'accord de paix qui a été signé, ce n'est pas une concession, ce n'est pas une forme de compromis, mais c'est dans le cas de pouvoir faire taire les armes pour qu'il y ait justement une vie qui soit accélérée pour les populations qui sont de ce côté. Mais la RDC ne va laisser aucune ligne de sa frontière. La RDC devra rester souveraine et accuse le Rwanda, notamment, d'avoir engagé les combats juste au lendemain de la signature de ces accords, d'où la violation. Déjà, il y a un premier point, c'est que, est-ce qu'on peut dire qu'on aura une RDC souveraine, bien la posture du président Tshisekedi qui appelle la souveraineté, et puis de l'autre côté, quand il y a violation et des accusations portées sur Kigali, est-ce qu'on est sûr que cet accord de paix va tenir? Je crains plutôt qu'il ne tienne pas, parce que ce qui a parrainé cet accord de paix, c'est les États-Unis qui, il faut quand même le dire, sont les principaux bénéficiaires du pillage des ressources à l'est de la RDC, parce que Kagame le fait depuis des années avec la couverture et le soutien des États-Unis. Je pense que le président Tshisekedi a toujours fait de très mauvais choix stratégiques en termes de coopération internationale. On ne sait pas ce qui lui arrive, je ne sais pas sous quelle influence il est enfermé, mais j'ai le sentiment qu'en ce qui concerne des questions de sécurité et de lutte contre
l'insécurité dans son pays, il n'arrive pas à opérer des bons choix. Pourquoi ? Parce que tu ne peux pas aller... On ne peut pas avoir le même parrain sur une question et imaginer un seul instant que celui aura une préférence pour l'un et non pour l'autre. Donc les États-Unis parrainent l'insécurité à l'est de la RDC et les États-Unis ne peuvent pas, n'ont même pas l'obligation morale de voir l'est de la RDC la paix revenir de ce côté-là. Bon, il aurait fallu sans doute que le président Tshisekedi se tourne vers d'autres puissances émergentes pour que celle-ci l'accompagne dans la lutte contre l'insécurité, parce que, comme le rappelait Fanga, il ne s'agit pas des discours, il s'agit des actes à mener sur le terrain, des actions à mener sur le terrain pour ramener la paix, qui ça dure quand même une trentaine d'années. Il a hérité de cette patate chaude, mais j'ai le sentiment qu'il la laissera aussi à celui qui prend le pouvoir après lui, parce que semble-t-il, il n'a pas les coups de franche pour pouvoir y mettre un terme. Donc, c'est dommage, mais je crois que l'insécurité de ce côté-là est encore pour longtemps, parce que les enjeux sont non seulement géopolitiques, mais également économiques, à travers les mines qui sont volées de ce côté-là, qui sont pillées de ce côté-là. Il aurait peut-être fallu qu'il fasse preuve d'audace politique pour pouvoir passer des accords stratégiques avec d'autres puissances comme la Russie, comme la Corée du Nord, pourquoi pas, comme l'Iran, pour pouvoir espérer avoir un véritable changement, pour pouvoir renforcer la sécurité de son territoire. Or, si sur le plan militaire, depuis des années, il n'arrive pas à prendre le dessus. Ses forces armées n'arrivent pas à prendre le dessus sur le M23 et les forces rwandaises, et même des fois, les forces ougandaises aussi s'impliquent de temps en temps dans les combats. Je doute que cet accord puisse être la solution, puisque de toute façon, plus le chaos dure, plus le pillage des ressources minières va également perdurer. Donc, toute la faute, à mon avis, revient au choix stratégique opéré par le président Tshisekedi, qui semble être totalement déconnecté des véritables enjeux en termes de souveraineté de son pays, en faisant la cour à celui-là dont profite le chaos, c'est-à-dire les États-Unis. Donc, c'est pas drôle de voir deux personnes se casser la gueule sur quelque chose et d'aller maintenant s'ajouer, supplier celui qui organise ces désordres pour ramener la paix entre eux. La paix là sera à tête chercheuse, parce que ce sera en fonction des intérêts justement de ce parrain qui est les États-Unis, et ces accords de paix, ma foi, ne mèneront pas là. La preuve, c'est que quelques temps après la signature, les combats, les affrontements ont repris à l'est de la RDC, où il continue à régner un climat comme si rien n'a été signé, et ça va encore durer des années. Et pendant ce temps, le président Tshisekedi continuera à aller prier sous le but de lamentation du côté de Jérusalem. Pourtant, la solution est une solution militaire. En RDC, la solution est militaire. Donc, tout ce qui raconte, il n'y a rien de souveraineté dans tout ce qui raconte. Il n'y a rien dedans. Absolument rien dedans, je suis désolé. Bon, j'avoue que je commence à être un peu épuisé par le sujet de la RDC. Dieu seul sait. D'ailleurs, vous et moi, DP Nkodo, pendant de longs mois, nous avons apporté notre soutien comme on a pu, à travers la revue de la presse, à travers Presse à la Une, comme on a pu, vous et moi, apporter. On a fait ce qu'on a pu, vous et moi, pour apporter pour donner du gaz, pour apporter notre force, notre énergie, justement, à la RDC, parce que justement, nous, on soutient le président Tshisekedi, parce que c'est lui qui est attaqué. Bon, c'est vrai, il a hérité d'une patate chaude, comme vous le dites, ça fait tout de même 30 ans que dure le conflit. Mais, et effectivement, vous avez raison quand vous évoquez, parce que justement, je vais vous demander, alors, à ce stade, parce que il y a moins d'une semaine, il y a tout au plus une semaine, un accord a été signé du côté de Washington. Bon, force est pour nous de constater que cet accord n'était que du flanc, puisque le M23, et soutenu par le Rwanda, justement, continue à attaquer l'est de la RDC. Aujourd'hui, ils sont en train de marcher, le M23 est en train de marcher aujourd'hui sur Uvira. Voilà, donc je crois que nous sommes dans le sud Kivu, le sud Kivu. Ouara. Bon, alors, la solution militaire, c'est
la seule voie de salut. C'est la seule voie, l'unique voie de Ouais, salut, mais oui. il faut un peu d'audace, il faut aussi un nouveau leadership Ouais. assez visionnaire à la tête de la RDC pour pouvoir construire, justement, parce qu'il s'agit de Mais l'armée, construire oui, mais une armée capable. mais justement, Tshisekedi est donc sur la dynamique d'une création, de la création d'une armée. Mais sauf que, vous savez, une armée, ça demande, c'est beaucoup d'argent, c'est de la logistique, c'est des hommes et c'est du temps. Il n'y a que quelques mois qu'il a acté justement cette nouvelle armée. Mais est-ce que l'armée est déjà assez solide pour aller à l'assaut du M23 Ça dépend. et de l'armée régulière rwandaise? Alors, une solution militaire donc, rentre dans le cas d'une coopération internationale, une coopération militaire internationale. Donc, c'est la solution. C'est la solution. Aujourd'hui, parce que Tshisekedi est dos au mur, et comme on dit, quand on est dos au mur, on casse le mur. Oui, pour tout remettre en question. Oui. La solution est militaire et avec un zeste d'audace politique. Vous trouvez qu'il lui manque de l'audace à Tshisekedi? Si, je crois. Je crois qu'il lui en manque, sinon... je disais tantôt, dans tout je vous rappelais que c'est celui qui profite du chaos de la RDC, c'est aussi lui l'arbitre. Oui, c'est lui qui a fait semblant de signer un accord de paix. Voilà. Et cet accord de paix pourrait être respecté, mais comme c'est le même profiteur, si le fait de respecter cet accord empêche à ce profiteur de continuer à participer au pillage des ressources naturelles, ça signifie que le président Tshisekedi devrait simplement faire preuve d'un peu plus d'audace et de témérité en se tournant vers de nouveaux partenaires qui pourraient non seulement participer à la construction d'une véritable armée. Je ne dis pas que l'armée qui y est, mais ça dépend de qui la forme. Elle peut être formée pour racketter les populations civiles, tout comme elle peut aussi être formée pour faire face à une menace asymétrique ou classique. Donc je crois que pour le moment, l'armée congolaise, malgré tout le respect que je dois à celle-ci, n'est pas à la hauteur de la menace. Et pour preuve, il y a une partie du territoire congolais qui est sous occupation rwandaise à travers le M23 depuis de très très longues années. Et elle n'arrive pas à changer la donne. Pourtant, un grand pays comme la République démocratique du Congo devrait disposer d'une armée professionnelle capable de, justement, compte tenu des enjeux, capable de défendre l'intégrité du territoire. Ce qui n'est pas le cas. Ça signifie que le problème, c'est au niveau, le problème est à la fois politique et militaire. Et pour trouver une solution, je pense qu'il faut un certain type de leadership à la tête de la RDC pour venir à bout de cette situation. Voilà. Merci, sans transition, cousine, on s'écoute. Oui. Alors, tenez-vous tranquille, il y aura une rencontre ce mercredi entre le ministère des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Molekombi, et la FECAFOOT, qui va présider une réunion, comme je l'ai dit aujourd'hui, c'est dans le cadre de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2025 au Maroc. Cette rencontre est relative à la participation du Cameroun à ce rendez-vous très attendu. Bon, on est justement, une chose à laquelle on ne se serait pas attendu, eh bien, c'est une éventuelle rencontre. C'est à une éventuelle rencontre entre le professeur Narcisse Molekombi et le président de la FECAFOOT, Samuel Il ne viendra pas. Eto'o. Il va envoyer un représentant. Il n'est pas convié. Non. Comment ça? On n'a pas convié Samuel Eto'o. Il n'y a pas un représentant de la FECAFOOT. Alors cette rencontre verra la participation des structures et administrations impliquées dans la participation du Cameroun, cette compétition. Alors la réunion débute ce mercredi à partir de 11h, donc ça, elle a commencé déjà là, dans la salle VIP du Palais Polyvalent des Sports. Alors parmi les invités figure en bonne place la FECAFOOT de Samuel Eto'o. Le ministre des Sports, Narcisse Molekombi, ne s'est pas encore prononcé sur la mise à l'écart de Marc Brice. Bon, c'est vrai qu'il y a un flou artistique qui règne quant à l'éviction de Marc Brice, qui lui continue à soutenir que tant qu'il n'est pas viré par le ministère des Sports, eh bien il considère qu'il fait encore partie de la sélection camerounaise de football. Alors après la mise à l'écart de Marc Brice, dont le comité d'urgence de la FECAFOOT a nommé David Pagou le 1er décembre, il a publié par la suite sa liste de 28 joueurs avec l'absence de plusieurs cadres. Narcisse Molekombi va-t-il mettre la question du réaménagement du staff technique sur la table? On sera donc fixé à l'issue de cette réunion. Alors, il y a une polémique dans ce studio. Donc, il y a Martin qui est notre technico-artistique et mon cousin
ici présents, le Fonwara, ils soutiennent tous les deux que la FECAFOOT n'est pas invitée, ou alors que Samuel Eto'o n'est pas invité à cette réunion-là. Moi, je n'ai pas dit qu'il a été invité, mais je pense quand même que pour une rencontre comme celle préparatoire à la CAN, il est très important que l'organe technique... Mais je viens de vous dire que la FECAFOOT est assise en bonne place. Non, c'est Martin qui a dit qu'elle n'a pas été invitée. Moi, j'ai dit que la FECAFOOT est invitée, mais Eto'o ne viendra pas. Il va se faire remplacer par... Parce qu'à chaque fois, on a toujours un représentant de la FECAFOOT. Toutes les rencontres que le ministère a eu à préparer, on est représentant de la FECAFOOT. Et puis, le président... Mais ça peut changer aujourd'hui. Il peut être là aujourd'hui. Non, il ne viendra pas là à la rencontre. On va apprendre... D'habitude, c'était souvent celui qui a été nommé aujourd'hui à la FIFA, le professeur Nkouvonda, celui qui représentait très souvent membre du comité exécutif, ou à des rares occasions, Madame Eko Céline venait souvent en tant que première vice-présidente, mais vous ne verrez jamais Samuel Eto'o là-bas. De toutes les façons, on va avoir de plus en plus d'informations donc à l'issue de cette rencontre qui a certainement commencé à 11h, et là il est 12h26, nous sommes encore dans le Grand Talk. Moi j'ai hâte de savoir ce que cette rencontre a donné. Est-ce que les parties belligérantes vont s'entendre pour le bon fonctionnement justement de l'équipe nationale et pour une possible victoire donc du Cameroun à la prochaine CAN 2025. Voilà, c'est donc une rencontre très très importante. Vous devez quand même dire quelque chose parce que il y a beaucoup de choses qui se disent parce qu'on ne sait pas trop. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est un fake ou comment. J'ai pu voir hier sur les réseaux sociaux que la page officielle de Marc Brice, dans cette page officielle, il indiquait à la communauté camerounaise et puis internationale qu'il quittait la Belgique pour venir au Cameroun. Donc, pour se préparer pour la CAN. Je ne sais pas trop. De l'autre côté, on a souvent eu annoncé que Marc Brice aurait lui aussi publié sa liste de 28 joueurs. Donc, aujourd'hui, on peut se dire que ce sera la véritable occasion de connaître ce qu'il en est. Oui, c'est une actualité qui m'embarrasse beaucoup parce que vous savez, ça se rappelle, c'est comme s'il n'y avait plus quelqu'un au sommet de l'État. Ce conflit dure quand même depuis de longs mois, que Samuel Eto'o, depuis des années que Samuel Eto'o à la tête de la FECAFOOT, où on assiste à un bras de fer à titre permanent entre le ministre des Sports et le président de la FECAFOOT, ce qui a d'ailleurs conduit à la déliquescence de l'ambiance au sein de la tanière, avec tout ce que cela comporte comme échec des Lions, on l'a vu pour une fois depuis de longues années, les Lions ne prendront pas part à une Coupe du Monde. Pourtant, le football africain doit l'augmentation des équipes africaines à ce grand rendez-vous mondial au Cameroun. Je crois que logiquement, et compte tenu de ce je ne sais pas comment je dois appeler ça, de cette somnolence qu'on enregistre à la tête de l'État, ceci n'est qu'une manifestation de celle-ci. Sinon, il aurait fallu que le chef de l'État lui-même, qui considère le football comme l'un des éléments clés de sa politique, il aurait fallu qu'il frappe du poing sur la table parce que nous assistons à une espèce de fourre-tout, à une espèce de désordre, à une espèce d'interprétation et de contre-interprétation de ses propres communications. Et pendant ce temps, il ne réagit pas et on continue à spéculer. On ne sait pas. Marc Brice qui vient dicter sa loi aux Camerounais. Mais c'est un peu trop, c'est du néocolonialisme, ma foi. Pour nous, les panafricanistes, nous voyons ça d'un très mauvais œil. Ça nous agresse. Oui, ça nous agresse, franchement. Ça agresse même mon identité camerounaise. Je crois que comme il y en a, ça dure, ça continue à durer et ça continue à détourner l'attention des Camerounais sur les véritables préoccupations qui sont les leurs. Il revient au chef de l'État lui-même en personne de décider, soit qu'il prenne une décision afin qu'on arrête de cette débauche d'énergie et cette perte de temps qui voudrait qu'on continue à parler du football au lieu de parler du football ambiant, de parler des questions d'unité, mais qu'on continue à faire une fixation sur un conflit
qui n'a même pas lieu d'être parce que simplement l'actuel ministre des Sports veut tout s'arroger. D'autres mauvaises langues disent que c'est parce qu'il y a beaucoup d'argent dans le football, ce qui n'est pas exclu. Mais ça commence à nous mettre mal à l'aise, à mettre certains Camerounais mal à l'aise comme moi, qui n'aime pas particulièrement le football, ne commande même pas le football en tant que tel. Mais c'est cette ambiance délétère qui dure quand même depuis quelques années au sein du mouvement sportif. Pourtant, le football reste l'une des meilleures vitrines du Cameroun en international, compte tenu des performances des Lions indomptables. Mais il revient au chef de l'État de mettre un terme parce que voilà encore une réunion qui a annoncé. Le débat aujourd'hui, c'est de savoir est-ce qu'Eto va y assister, est-ce qu'il ne va pas y assister? Eh bien, c'est Madame Céline. Ça vient de tomber. Eko. Voilà, ça vient de tomber. La vice-présidente de la ce qui n'est pas bon, Samuel Eto'o. Ce qui n'est pas bon signe, ça signifie que le conflit perdure et que l'ambiance délétère se confirme. Il y a toujours de l'eau dans le gaz. Il y a toujours de l'eau dans le gaz et ce n'est pas dans l'intérêt du Cameroun, ni de notre image, de l'image de marque du Cameroun. Je pense qu'il revient au chef de l'État de prendre ses responsabilités, tout simplement pour nous épargner cette jouxte qui s'annonce à quelques jours du démarrage de la CAN Maroc 2025. Voilà donc Samuel Eto'o, pourquoi il n'a jamais pris part aux rencontres organisées par le ministre des Sports. Ça, je n'en sais pas, mais je crois que vous l'avez indiqué d'épée. Cela démontre quand même le malaise parce que c'est dès le début qu'il n'a souvent jamais eu à prendre part, même s'il faut dire qu'il n'est pas obligé de pouvoir prendre part à ces rencontres. Du moment où on n'a pas dit le président de la FECAFOOT, on a souvent dit un représentant de la FECAFOOT. Donc, il suffit tout simplement qu'il y ait un représentant de la FECAFOOT, peu importe qu'il s'agisse du président ou pas. C'est très important. On va suivre cette information parce que demain, c'est tellement pharaon. Vous deviez nous revenir avec ce qui en sera. On espère qu'on ne va pas sortir qu'il y a une autre liste. Ça, on s'attend à ce que demain sera autre chose. Voilà donc, mesdames, messieurs, nous arrivons au terme de ce grand talk de For You, édition de ce 10 décembre. Merci à vous de nous avoir suivis et d'avoir contribué donc à cette émission comme le fait tout le temps. Merci à notre chère Pharaon, la seule dame qui est toujours présente. C'est moi. Oui, tout en vous disant merci, vous voulez réagir? Oui, merci à ces taximans qui de plus en plus se familiarisent à ce programme. J'en ai eu des témoignages au téléphone. Nous les encourageons, les rassurons que le ton sera toujours le même, l'ambiance également. Notre souci, c'est de leur faire partager, les accompagner dans ce mouvement global d'émancipation vis-à-vis du néocolonialisme. Et ils sont les bienvenus, ils sont d'ailleurs des acteurs majeurs parce que quand ils décident de commenter sur une question, il faut bien qu'ils aient des sources. Et là, nous sommes disposés à leur offrir chaque rendez-vous les meilleures sources, les meilleurs éléments de réponse. Voilà donc, merci à vous, merci à Kile également qui nous a permis d'être suivis partout. On se donne rendez-vous d'ici demain, Pharaon, pour notre grand talk de For You avec de nouvelles informations et puis de nouvelles galettes aussi que vous allez nous apporter. Mesdames, messieurs, bonne journée.